Les 8e Jeux de la francophonie à Abidjan 2017 se préparent activement. Le Premier ministre Daniel Kablan-Duncan, président du comité de pilotage de ces Jeux, a remis aujourd'hui aux diplomates accrédités en Côte d'Ivoire le document Aquaba qui retrace les grandes articulations de l'événement. C'est une aide alimentaire estimée à 2,7 milliards de francs CFA. Le Japon a offert environ 10 300 tonnes de riz à la Côte d'Ivoire et le ton a été réceptionné par le ministre ivoirien chargé de l'économie et des finances. Plus de 300 millions de personnes souffrent de l'asthme dans le monde. En Côte d'Ivoire, la Société de pneumophysiologie et l'ONG Sauvons le poumon apportent leur contribution dans la lutte. Récompensé du prix Charlemagne pour son engagement européen, le pape François exhorte l'UE en faveur d'une Europe plus humaine. Bonsoir à tous, bienvenue dans le 20h sur RTI1. Je l'annonçais tantôt, les 8e Jeux de la francophonie Abidjan 2017 se préparent activement. Le Premier ministre Daniel Kablan-Duncan, président du comité de pilotage de ces Jeux, a remis aujourd'hui aux diplomates accrédités en Côte d'Ivoire le document Aquaba qui retrace les grandes articulations de l'événement. Le but est d'impliquer ces ambassadeurs et les pays qu'ils représentent dans l'organisation de ces Jeux. Serge Koléa. Le corps diplomatique accrédité en Côte d'Ivoire, désormais engagé aux côtés de l'État dans l'organisation et le succès des 8e Jeux de la francophonie. Les diplomates ont reçu des mains de quelques membres du comité de pilotage, comité présidé par le Premier ministre Daniel Kablan-Duncan, le document Aquaba. Ce document renferme le programme des différentes étapes et activités de cet événement d'envergure internationale. La Côte d'Ivoire attend l'implication et la contribution des pays amis. La rencontre de ce jour, la 3e du genre que le Comité national des Jeux de la francophonie initie avec le corps diplomatique, vise un objectif essentiel, celui de faire de vous, si je puis me permettre, les ambassadeurs des Jeux de la francophonie de 2017 auprès des États, des gouvernements, des institutions que vous représentez dignement ici en Côte d'Ivoire. C'est avec votre soutien que nous atteindrons les objectifs de notre campagne de mobilisation des ressources financières et matérielles en faveur des Jeux de 2017. C'est un défi collectif qui n'engage pas que la Côte d'Ivoire, a indiqué l'ambassadeur du Cameroun au nom du corps diplomatique. Il s'agit avant tout d'un devoir de solidarité. Aussi voudrais-je vous assurer que la Côte d'Ivoire ayant joué sa partition, le corps diplomatique, par la voix de son porte-parole, s'engage à jouer la sienne à fond. Le budget des Jeux de la francophonie qui se tiennent du 21 au 30 juillet 2017 à Abidjan s'élève à environ 23 milliards de francs CFA. 4000 jeunes athlètes sont attendus à Abidjan. 500 millions de téléspectateurs dans le monde entier verront cet événement qui exprime la solidarité, l'amitié et la fraternité au sein de la francophonie. Une école supérieure de l'électricité bientôt construite en Côte d'Ivoire. Le site qui va abriter l'école s'étend sur plusieurs hectares. Il a été visité aujourd'hui par le Premier ministre Daniel Kablan-Duncan. Pour cette visite de terrain à Bingerville, dans les locaux du Centre des métiers de l'électricité, le chef du gouvernement ivoirien était accompagné du ministre de l'énergie et du pétrole, Adama Toungara. Un pylône de la société Côte d'Ivoire Télécom s'est écroulé récemment dans la commune d'Abobo, entraînant l'interruption de 3 radios étrangères dont RFI. Le reportage de Pepe Tukman est commenté par Adama Kone. Silence radio pour les stations RFI, BBC et Radio Jaune Noir ce mercredi. À l'origine, ce pylône de 130 mètres qui s'est écroulé le mardi dernier à Abobo derrière Raï, à la suite de la grande pluie qui s'est abattue sur la ville d'Abidjan. Dans la nuit d'hier, environ de 19h15, l'antenne est tombée. Et quand c'est tombé, ils ont fait signe au 21e arrondissement qui sont venus à l'aide pour ne pas que les jeunes du quartier puissent venir voler les câbles qui sont là. Les dégâts sont estimés à plus de 500 millions de francs CFA. La perte commerciale ne peut être évaluée pour le moment. À première vue, quand nous sommes arrivés, nous avons constaté qu'il y a d'abord eu une rupture des bancs de niveau 1 et 2. Et c'est ça qui a entraîné la chute de tout le pylône.
Nous avons fait l'audit de ce site il y a de cela un mois. Les rapports sont en train d'être consolidés pour mettre à la disposition de l'AIGF qui nous a mandaté pour cette mission. Et vraiment, avec ce rapport-là, vous aurez vraiment les détails de cette mission-là. Ici, des techniciens expertisant le pylône afin de le réhabiliter. Et à propos de cette interruption, la Haute Autorité de la Communication Audiovisuelle communique le mardi 3 mai 2016 aux environs de 20h. La Haute Autorité de la Communication Audiovisuelle ACA a constaté l'interruption des programmes des radios RFI, BBC et RJN dans la région d'Abidjan. Des explications des opérateurs, il ressort que cette interruption est consécutive à la chute du pylône de Côte d'Ivoire Télécom sur le site d'Abobo ce mardi 3 mai 2016. Les opérateurs concernés qui ont la charge du maintien du site se sont engagés à tout mettre en œuvre pour le rétablissement de leur diffusion. Je le disais dans le titre, le Japon vient d'offrir environ 300 000 tonnes de riz, 10 300 tonnes de riz à la Côte d'Ivoire. C'est une aide alimentaire estimée à 2,7 milliards de francs CFA. Le don a été réceptionné par le ministre ivoirien chargé de l'économie et des finances. Et ce don vise notamment à assurer la sécurité alimentaire, comme nous l'expliquent Lansine Bakayoko et Adama Kone. Ce don japonais est destiné à soutenir les actions du gouvernement ivoirien en vue de réduire le déficit en riz, denrée alimentaire la plus consommée dans le pays. C'est le 6e du genre depuis 2008. Ce sont 10 279 tonnes de riz japonais et thaïlandais d'une valeur de 2,7 milliards de francs CFA que livre ainsi le Japon. Le riz blanchi, objet de la présente aide alimentaire, sera cédé aux opérateurs économiques sélectionnés à partir d'un appel d'offres dans un cadre de compétition ouvert à tous. À travers cette aide alimentaire, le Japon permet à la Côte d'Ivoire de lutter contre l'insécurité alimentaire, vise à moyen terme l'autosuffisance en production de riz. À ce jour, le déficit en riz en Côte d'Ivoire est de 952 600 tonnes. Les besoins de consommation s'élèvent à 1 682 000 tonnes par an. Mais le geste japonais ne se limite pas qu'à la fourniture de riz. Cette aide a aussi pour objectif d'améliorer la balance des paiements du pays et de favoriser d'importantes économies de devises qui auraient dû être effectuées à l'importation du riz. Et mieux encore, le riz sera vendu à un prix raisonnable et les recettes de cette vente permettront de constituer un fonds dénommé Fonds de contrepartie. Ce fonds servira plus tard, après consultation des deux gouvernements, à financer divers projets de développement socio-économique dans les domaines de l'agriculture, la formation professionnelle, l'éducation et le renforcement de la sécurité. Le marché du vivrier enregistre une nouvelle pratique qui fait gonfler les prix sur le marché, le cartel. Qu'est-ce que c'est que cette main-d'œuvre? Comment les groupes organisés en cartel opèrent-ils? Quelle est la conséquence pour le consommateur? Élément de réponse avec Adama Kone. Le cartel, pratique économique consistant à contrôler le marché par une entente formelle sur les quantités et les prix. Cette pratique empêche aussi l'arrivée de nouveaux vendeurs. Aujourd'hui, la Côte d'Ivoire compte le cartel parmi les causes de la cherté des produits vivriers. Le chef de l'État, Alassane Ouattara, l'a dénoncé lors de son discours du 1er mai dernier. Quel est le mode opératoire de ces commerçants? Premier schéma, lorsqu'un grossiste s'approvisionne au bord champ, automatiquement, il appelle un deuxième à qui il livre sa marchandise. Ce dernier fait appel à un autre et ainsi de suite. De la sorte, 7 intermédiaires peuvent se retrouver sur la chaîne de distribution du bord champ au marché du quartier et chacun avec sa marge bénéficiaire. Schéma 2, la spéculation. Ici, il s'agit d'acheter les produits à prix bas chez le paysan et de ne pas le mettre immédiatement sur le marché. Cette pratique a l'inconvénient de créer une pénurie fictive qui fait grimper les prix. Le troisième schéma est transversal, empêcher tout autre commerçant de livrer sa marchandise sur les marchés de gros, comme le marché Gouraud par exemple. Pour ce faire, les grossistes s'entendent avec les gestionnaires du marché pour exclure tout vendeur n'appartenant pas au réseau. Les conséquences sont immédiates et les statistiques sur les prix sont éloquentes.
En 2014, le régime de bananes acheté à 500 francs Borchamp était vendu à 2000 francs CFA aux consommateurs, soit 300% d'augmentation. Le maïs, du fait des intermédiaires, passait de 80 francs le kilogramme à 250 francs CFA, pendant que l'igname était pris aux paysans à 150 pour être revendu à 300 francs CFA. Le petit panier de gombo, vendu à 2000 francs en campagne, revenait à 4000 francs CFA aux consommateurs, soit 100% de gain. La bâchée de manioc achetée à 84 000 francs se retrouvait à 400 000 francs CFA en ville. On le sait, les autres facteurs affectant les prix restent l'influence climatique, les pertes post-récolte estimées entre 30 et 40%, le remplacement du vivrier par les cultures pérennes et l'exportation même des produits agricoles alimentaires. De plus en plus de bananes et d'attiéké, pour ne citer que ces deux produits, prennent la route des pays de la sous-région, les saveurs ivoiriennes ayant conquis bien d'Africains. En face, les efforts fournis par le gouvernement ont permis de passer de 12 à 17 millions de tonnes de produits vivriers. Et la machine ne s'arrête pas. Au ministère de l'Agriculture et du Développement rural, 2 projets sont bouclés. La création de la bourse du physique pour assurer la régulation entre les zones de forte production et celles de consommation. Et le projet de production périurbaine qui consiste à créer des espaces de production avec des méthodes modernes proches des centres de consommation. L'État espère ainsi donner du contenu au panier de la ménagère. Et c'était un commentaire d'Adama Kone. La mécanisation agricole est l'un des défis à relever aussi sur la route de l'émergence de la Côte d'Ivoire parce qu'elle participe de la productivité du secteur. Le monde agricole peut se réjouir. L'Ivoirienne de technologie tropicale et un groupe chinois spécialiste dans la mécanisation agricole viennent de signer un accord de partenariat. Cet accord porte sur le montage de machines et d'outils agricoles. Noël Nyagno. Un an après la tenue du SARA, le salon de l'agriculture d'Abidjan, les premiers bourgeons sont porteurs d'espoir. La société Huzeng, spécialiste en machinerie agricole, fait don de 2 tracteurs et des outils agricoles au ministère de l'Agriculture et du Développement rural pour tester leur exploitation sous la supervision de l'Ivoirienne des technologies tropicales. Le but pour nous, c'est d'abord de mettre à la disposition du producteur du matériel adapté aux conditions de production de chez nous, qui sont similaires aux conditions de production en Chine. Vous savez, en Chine, ils ont aussi des petites exploitations, des exploitations familiales. Donc il y a de fortes chances que les essais soient concluants. Convaincus de cette réussite, l'Ivoirienne des technologies tropicales et la société Huzeng ont signé un protocole de partenariat stratégique sous la supervision de la tutelle de IDT, le ministère de l'Industrie et des Mines. 3 axes vont matérialiser la collaboration de ces 2 structures. Le premier axe consiste donc à faire un transfert de compétences pour former donc le personnel technique de l'IDT, on va dire aux nouvelles techniques internationales donc de mise au point de technologies innovantes. Le deuxième axe concerne donc l'assistance à la production en série des technologies au profit de l'IDT. Ensuite, le troisième axe, c'est vraiment la mise en place d'un centre d'assemblage de matériel agricole et électrique innovant. S'agissant du troisième axe, assemblage et montage de machines et autres outils agricoles, la preuve est faite à travers ces outils, montés ici à IDT. Voilà qui augure la réussite de ce partenariat que les parties chinoises et ivoiriennes souhaitent fructueuse pour un transfert de technologies conformes aux vœux de la Côte d'Ivoire, mécaniser son agriculture, être une plateforme de production de matériel agricole. La technologie est un instrument important dans le processus de développement de nos pays et tout ce qui est lié à l'innovation technologique qui est poursuivi comme politique essentielle dans le cadre de notre stratégie industrielle est donc nécessaire pour justement soutenir notre croissance économique. Bien plus que cela, ces actes soulignent l'excellence de la dynamique de l'éco-diplomatie de Adama Dosso, ambassadeur de la Côte d'Ivoire en Chine. La France apporte son appui à la Côte d'Ivoire dans le domaine de la recherche. Des enseignants-chercheurs ivoiriens vont bénéficier d'un soutien financier de plus d'1 milliard de francs CFA pour des stages de perfectionnement. On en sait plus avec Herman Niamien. Les relations entre la Côte d'Ivoire et la France se portent bien, si bien qu'elles permettent de faire bénéficier à des enseignants-chercheurs et à des universités publiques et grandes écoles de bourses de perfectionnement.
Ces bourses d'une valeur d'1,7 milliard de francs CFA s'inscrivent dans le cadre du projet d'appui à la modernisation et à la réforme des universités et grandes écoles de Côte d'Ivoire du contrat de désendettement et de développement C2D pour la période 2012-2015. C'est un programme d'excellence puisqu'il y a un appel à candidature et une soumission. Et donc, ce sont les meilleurs qui sont sélectionnés. Et donc, ça permet donc de renforcer les capacités des institutions puisque ça permet la mobilité de nos enseignants qui vont donc dans les universités françaises par rapport à... Ils ont accès donc à des plateaux techniques qui leur permettent de conduire leurs recherches. Ce projet s'inscrit dans la dynamique de renforcement des ressources humaines par l'octroi de bourses de master, de doctorat et de bourses de perfectionnement, ainsi que des missions d'appui des partenaires français et des séjours des co-directeurs des thèses de doctorat français en Côte d'Ivoire et ivoiriens en France. Chaque université qui va choisir un petit peu selon ses programmes, les universités scientifiques avec les universités scientifiques, mais c'est tout à fait libre. Et c'est là aussi, c'est un peu la compétition. Les meilleures universités françaises vont se présenter, vont être choisies par les universités ivoiriennes. Voilà, donc il y a toujours de l'émulation quand c'est comme ça. Ce projet fait partie intégrante d'un soutien global des autorités françaises à l'enseignement supérieur et à la recherche scientifique à travers un certain nombre d'investissements, entre autres des dotations de matériel informatique et des rénovations des bibliothèques des universités publiques d'un coût global de 62 milliards de francs CFA. Le gouvernement ivoirien recherche des ressources pour le financement du deuxième plan national de développement PND 2016-2020. Le gouvernement entend donc mobiliser ces ressources lors de la rencontre du groupe consultatif les 17 et 18 mai prochains à Paris avec l'appui de la Banque mondiale. Mais avant, quel bilan dressé du premier PND, Plan national de développement 2012-2015? La ministre du Plan et du Développement, Niale Kaba, nous en donne une idée. C'était au cours d'une émission. Lorsque l'État construit des écoles, sur la période 2012-2015, c'est plus de 10 000 classes du primaire qui ont été construites. Sur le vécu des Ivoiriens, cela permet à davantage d'enfants d'accéder à l'école de façon plus proche, d'accéder à l'école dans des conditions de plus en plus satisfaisantes pour les parents. Également, dans le secteur de la santé, des infrastructures ont été réhabilitées, de nouvelles infrastructures ont été construites et les plateaux techniques ont été améliorés. Nous pouvons noter cette mesure qui a eu un impact fort sur le monde rural, à savoir le fait de garantir 60% du prix CAF du cacao Borchamp et de prendre les mesures pour que ces 60% soient effectivement versés aux paysans. Sont des mesures qui ont eu un impact sur le pouvoir d'achat des populations les plus démunies. L'intégralité de cette émission vous sera proposée tout à l'heure à partir de 21h sur RTI 1. La journée mondiale de l'asthme a été célébrée aujourd'hui en Côte d'Ivoire. L'asthme, selon l'OMS, est une maladie des bronches qui cause des difficultés respiratoires. Plus de 300 millions de personnes en souffrent dans le monde. En Côte d'Ivoire, la Société de pneumophysiologie et l'ONG Sauvons le poumon sensibilisent la population afin que l'asthme soit davantage diagnostiqué et mieux maîtrisé. Le reportage est signé Ami Sissoko. Vivre une vie normale avec l'asthme est possible, à condition d'observer une hygiène de vie en plus des prescriptions médicales. Depuis plus de 40 ans, Mathias, asthmatique, respecte cette mesure. Je ne fume pas, je ne reste pas dans les poussières, et j'ai toujours ma ventoline pour arrêter les crises. Tous les dimanches, je fais le sport, il n'y a pas de problème. Près de 300 millions de personnes sont asthmatiques dans le monde selon l'OMS. L'asthme est une affection chronique qui se traduit par une gêne respiratoire en raison de l'inflammation des voies de passage de l'air dans les poumons. Cette difficulté respiratoire, souvent, est associée à des bruits quand il respire. Ça fait fi qu'on appelle sifflement. Le fait que ces bruits et ces essoufflements sont répétés dans une famille asthmatique, on peut penser à un asthme. C'est une maladie qui a plusieurs facteurs qui déclenchent. Vous avez par exemple les fleurs, les pollens, vous avez la poussière, vous avez la fumée, vous avez aussi les cafards, les araignées
Et même certaines nourritures peuvent peuvent déclencher une crise d'asthme. La journée mondiale de l'asthme, moment choisi par la Société ivoirienne de pneumothysiologie et l'ONG Sauvons le poumon pour faire le point sur les avancées de la recherche et inviter la population à reconnaître les signes de l'asthme. Dans nos hôpitaux, les cas graves de crise d'asthme sont de moins en moins vus. Et ça, nous mettons ça sur le compte de la formation post-universitaire que nous faisons, de la sensibilisation de la population et puis notamment des prescripteurs qui font attention dans les prescriptions, du traitement de fond qui est prescrit aux malades. L'asthme se traite à vie. Sa prise en charge a un coût. Pour pouvoir avoir une chose de bons soins, il faut entre 40 et 50 000 francs par mois. Et nous lançons, comme on dit, un appel au gouvernement de pouvoir mettre des médicaments dans les pharmacies, dans les hôpitaux. Parce que nous avons fait des enquêtes, nous n'avons pas encore tous les médicaments dans les hôpitaux, les médicaments de première nécessité dans les hôpitaux. La maîtrise des facteurs déclencheurs de l'asthme, le maintien d'un environnement sain, la natation et la marche permettent d'améliorer la santé de l'asthmatique. Ils ont fini leur formation au nombre de 72. Ils intègrent désormais le corps des commandos forestiers. La formation qui a duré 4 mois s'est déroulée au centre de l'Office ivoirien Parc et Réserve de Kafolo. C'est dans le département de Kong. Ces commandos forestiers ont fait leur sortie et ils lutteront contre le braconnage. C'est ce que nous explique Kader Sogodogo de RTI Boaké. 72 agents anti-braconnage, c'est l'effectif de la 7e promotion du centre de formation de l'Office ivoirien des parcs et réserves de Kafolo dans le département de Kong. Une promotion baptisée du nom du sergent Aleba Abré Gontran, abattu pendant le service par un braconnier le 30 novembre 2013 dans le parc national de Taï. Une promotion qui vient renforcer la volonté du gouvernement de Côte d'Ivoire d'assurer la préservation de nos faunes et de nos forêts. La mise à disposition des parcs nationaux et réserves naturelles, de ressources humaines de qualité, capables de relever les défis. La conservation de la nature constitue donc une réponse critique à ces menaces qui, en plus de porter atteinte à la diversité biologique, notamment entraînent souvent la perte en vie humaine d'agents de l'État. Le parrain de cette 7e promotion, le ministre des Affaires présidentielles Téné Birahima Ouattara, invite ses filleuls à ne jamais renoncer dans l'effort. Chers filleuls, vous savez autant que moi que votre mission n'est pas de tout repos et vous serez tout le temps face à de nombreux défis que vous devez relever. Dans cette lourde tâche, je vous exhorte à beaucoup d'abnégation au travail, à la détermination, à des sacrifices, à la rigueur, au respect des consignes de la hiérarchie. Défilé, démontage et remontage à dames, simulation et interpellation de braconniers, double grimpé et parcours du combattant. Un savoir-faire des commandos forestiers qui vient à point nommé pour le directeur général de l'OIPR, Adama Tondo-Sama, qui a en charge les 8 parcs nationaux et 6 réserves naturelles que compte la Côte d'Ivoire. 40 cadres du secteur privé et de l'administration publique renforcent leur capacité aussi. C'est une initiative du Centre africain de management et de perfectionnement des cadres. La formation financée par la Banque arabe pour le développement économique en Afrique à hauteur de 60 millions de francs CFA porte sur l'acquisition de biens et services. Konaté Moussa pour en savoir davantage. 40 cadres de l'administration publique et privée vont bénéficier d'une formation sur les procédures de passation de marché. Il s'agit d'un renforcement de capacité pour une meilleure compétitivité. Une initiative du Centre africain de management et de perfectionnement des cadres CAMPC. Avec le développement de nos États, il y a beaucoup d'activités, notamment d'acquisition de biens et services de nos administrations et de nos entreprises. Il est donc important que les cadres du secteur privé et de l'administration publique puissent se mettre à niveau sur les procédures de passation de marché. On va faire une incursion au niveau des procédures de l'UEMOA qui gère les passations de marché au niveau de la sous-région ouest-africaine. C'est un ensemble de procédures qui vont partir en relation aussi avec les procédures nationales de la direction des marchés publics aussi de Côte d'Ivoire. Acquisition de biens et services, c'est le thème de cette formation.
Ces agents du secteur privé et de l'administration publique seront enseignés sur la préparation, l'évaluation des offres de biens et services, la conclusion et l'exécution des contrats. Je pense que cette formation d'abord s'inscrit dans la dynamique du cadre nouveau. Et je pense que ce genre de formation vient vraiment pour compléter les formations que nous avons eues déjà en amont. Déjà au sein de ma structure, je suis en charge, je suis le point focal marché auprès de la direction des marchés publics. Ça va me permettre de renforcer mes acquis, surtout dans l'acquisition des biens et services. Ce séminaire de formation se tient du 3 au 16 mai 2016. Il est financé à près de 60 millions de francs CFA par la BADEA, Banque arabe pour le développement économique en Afrique. Et on continue avec les formations, mais cette fois-ci dans le domaine politique. Depuis ce matin à Grand-Bassam, les femmes du RHDP sont en séminaire de formation. La formation porte sur le thème « Comment aller à la cohésion pour un RHDP fort ». Lors de ce séminaire, le bureau du RHDP a été investi. On en saura davantage dans nos prochaines éditions. Le président du parti d'opposition, leader Mamadou Coulibaly, se prononce sur les dernières mesures prises par le chef de l'État pour faire face à la grogne sociale. Mamadou Coulibaly a fait aussi des propositions pour juguler la cherté de la vie en Côte d'Ivoire. Le point de cette conférence avec Michel Digré. Le parti leader passe au scanner les mesures prises par le chef de l'État pour faire face à la grogne des populations. Abordant la question de la hausse des prix des denrées alimentaires sur les marchés, Mamadou Coulibaly affirme que cette situation aurait pu être évitée si les infrastructures routières avaient été réalisées là où il le fallait. Moi, j'aurais eu cet argent que j'aurais utilisé pour faire des routes, certes, mais pas entre la Riviera Palmeraie et Marcory résidentielle. J'aurais utilisé cet argent pour faire des routes dans les zones de production agricole et dans les zones industrielles, pour que nos industriels aient de bonnes routes pour sortir les marchandises, recevoir leurs intrants facilement. J'aurais fait dans des zones de production vivrière pour que rapidement Abidjan et nos grandes villes soient fournies. Sur le chapitre de l'électricité, le président de Leader recommande le développement de l'énergie solaire. Le soleil, là, ça nous tombe de la tête en plein, ça nous brûle, ça nous fait transpirer. Et on n'en fait rien. À Leader, nous disons, au lieu de fiscaliser fortement à 48% les panneaux, il faut laisser tomber cette taxe. Peut-être nous contenter de la taxe statistique, 1 ou 2%, 3%, et puis les panneaux vont rentrer. Autre sujet évoqué, le référendum constitutionnel qui, selon Mamadou Coulibaly, passe par un préalable, la révision de la liste électorale. Hors de la Côte d'Ivoire, le feu qui progresse toujours dans le nord du Canada, les services de secours estiment qu'il faudra 4 jours pour entreprendre l'évacuation complète des 17 000 sinistrés des incendies qui ravagent cette partie du Canada. 100 000 habitants ont quitté la ville pour se mettre à l'abri des flammes et les 17 000 personnes prises au piège par le feu sont en train d'être évacuées par bus et par voie aérienne. Récompensé du prix Charlemagne pour son engagement européen, le pape François a encouragé aujourd'hui même lors d'un discours lieu à oser changer son modèle en faveur d'une Europe plus humaine. Très actif dans ces derniers mois sur la crise des migrants, le pape François a ensuite appelé les Européens aujourd'hui plus que jamais à construire des ponts et à abattre des murs. Le pape, qui avait déjà secoué lieu lors d'un discours devant le Parlement européen en novembre 2014, a critiqué une Europe en déclin qui est en train de se retrancher au lieu de privilégier des actions qui promeuvent de nouveaux dynamismes dans la société. Et cette note triste dans cette édition, la dépouille de l'artiste musicien ivoirien Lago Ibo Justin alias Dika Eliade est arrivé hier à Abidjan. Le précurseur du Vava s'est éteint, je rappelle, le 17 avril dernier en France où il vivait depuis plus de 20 ans. Issa Yeo, Abou Sanogo. Aéroport international Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan-Port-Boué. Pavillon d'honneur. Il est 19h48 lorsque la dépouille de l'artiste Lago Ibo Justin, dit Dika Eliade, décédé en France, est conduite vers le corbillard. Moment d'intense émotion. L'épouse du défunt, parents, amis, proches et connaissances, venus en grand nombre, ont du mal à contenir leur tristesse.
Les circonstances du décès du précurseur du Vava, rythme dérivé du polier, danse tirée du pays Niabois, ont fait l'objet de beaucoup de supputations. Le petit frère de l'artiste fait la précision suivante. Dikali n'était pas malade dans la mesure où 3 jours avant, il a eu un contact téléphonique avec son épouse, avec laquelle il a échangé, et il lui a dit qu'il avait été invité à prester à Londres, qu'il s'apprêtait à y aller. Notre frère Dikaël Yadé est décédé en France d'un arrêt cardiaque. C'est ce que l'autopsie a révélé. Une grosse perte pour la musique ivoirienne selon parents et amis. Les autorités ivoiriennes entendent lui rendre un hommage digne d'un homme de paix. Il a toujours été au bout, au milieu de sa réconciliation. Il est mort avec cette conviction en lui. Dikaël Yadé est un Ivoirien, est un digne ambassadeur de notre pays, a beaucoup fait pour la culture et même, comme je l'ai dit tantôt, pour l'unité de ce pays. Dikaël Yadé est mort à l'âge de 56 ans. Il laisse derrière lui une veuve et 3 enfants. Le programme des obsèques sera connu dans les tout prochains jours. C'est tout pour ce 20h. Merci à vous tous de votre aimable attention. Mais ne décrochez pas. Tout à l'heure, à partir de 21h, vous aurez l'émission spéciale sur le premier PND 2012-2015. Merci. Demain 20h, vous avez rendez-vous avec Ali Diarasouba.